famille radioactive. Dans le diagramme de Segre, alors voilà la vallée de stabilité. Supposons qu'on a un noyau qui se trouve hors de la vallée de stabilité et précisément un noyau lourd. Donc, puisque ce noyau est instable, parce que tous les noyaux qui se trouvent en dehors de la vallée de stabilité sont instables. Alors, ce noyau-là va subir une désintégration. Donc, supposons qu'on a le noyau, par exemple, X1, Donc, suite à une désintégration, le noyau produit se trouve dans un état plus stable que celui-là. Bon, supposons qu'on a obtenu X2. Donc, par l'émission d'un rayonnement alpha. Ce noyau-là, à son tour, n'est pas stable. Donc, il va subir une désintégration. Donc, peu importe alpha ou bien bêta, pour se transformer en un noyau X3. Alors, X3, à son tour, n'est pas stable. Donc, ce qu'il va faire, il va subir une désintégration. Et ce processus continue jusqu'à ce qu'on obtienne un dernier noyau qui va se trouver dans la vallée de stabilité qu'on va noter par Xn. Alors, ce noyau, c'est le dernier descendant du noyau X1. Puisqu'on n'entend pas famille radioactive, c'est l'ensemble de ces noyaux, X1, X2, X3 jusqu'à Xn. Ça veut dire que le noyau radioactif initial et ses descendants constituent une famille radioactive. Et dans la nature, on a 4 familles radioactives. On a l'uranium U-238, et puis le neptunium-237, thorium, et l'uranium 235. Alors tous ces noyaux, initialement, ils sont instables. Ce sont des noyaux lourds, ils se trouvent hors de la vallée de stabilité. Donc chacun d'eux subit des désintégrations successives jusqu'à ce que le dernier descendant se trouve dans la vallée de stabilité. Par exemple, pour l'uranium U-238, le dernier descendant de ce noyau qui se trouve dans la vallée de stabilité, c'est le plomb Pb206. Bon, maintenant, on va chercher une loi ou bien une fonction mathématique qui régit l'évolution macroscopique d'un échantillon radioactif ou bien d'un ensemble de noyaux radioactifs. Cette fonction est appelée loi de décroissance radioactive. On avait dit que la radioactivité est un phénomène aléatoire. Un noyau donc radioactif, on ne peut pas savoir la date de sa désintégration, mais tôt ou tard, d'après le déterminisme, il va subir une désintégration. Alors, on ne peut pas étudier l'évolution d'un seul noyau. C'est pour cela qu'on va étudier l'évolution macroscopique d'un ensemble de noyaux. On va supposer qu'à l'instant t égale à 0, on possède N0 noyaux radioactifs. Et à l'instant t, il va nous rester N noyaux radioactifs. Alors, le principe, ou bien l'idée, est que le nombre de noyaux qui subit la désintégration à l'instant t est proportionnel au nombre de noyaux présents à l'instant t. On va convertir cette proposition qui est vraie en équation mathématique. Donc, le nombre de noyaux qui subissent la désintégration à l'instant t, ça veut dire la variation de nombre de noyaux présents à l'instant t en fonction du temps. Donc, on va la noter par la dérivée de n de t par rapport au temps, dt, parce que le nombre de noyaux dépend du temps. À chaque instant, il y a plusieurs noyaux qui se désintègrent. Et nous, on va chercher la loi qui régit cette désintégration. Donc, est proportionnelle au nombre de noyaux présents à l'instant t. Alors, le nombre de noyaux présents à l'instant, c'est nt, Le coefficient de proportionnalité, on va le noter par lambda. Et puisque le nombre de noyaux, ou bien n de t, est décroissant, parce qu'à chaque fois, n diminue, du fait que plusieurs noyaux se désintègrent, se transforment. Ça veut dire que cette dérivée est négative. Donc, on doit mettre ici, parce que lambda, on va la prendre positive, et n de t, donc un nombre de noyaux, c'est positif. Là, je vais mettre moins. Et du coup, on obtient dn de t sur dt, plus lambda n de t égale à 0. Alors là, je dois mentionner que lambda est positive. Et n de t, pour justifier ce moins-là, est décroissante. Alors, on a obtenu une équation. L'inconnu, c'est une fonction. Alors,
Vous êtes habitué avec des équations de l'inconnu est un réel. Là, l'inconnu, c'est une fonction. Okay? Alors, c'est pour cela que cette équation est appelée équation différentielle de la désintégration. Pour l'équation différentielle, vous allez la voir en mathématiques. Nous, on travaille en physique toujours avec des équations différentielles. L'équation différentielle, c'est une équation qui lie la fonction et ses dérivés. Par exemple, supposons que la variable est x, alors par exemple f seconde de x plus b f prime de x, par exemple plus c f de x égale à une constante ou bien égale à a de x par exemple. Okay? Alors cette équation, okay, qu'on ne connaît pas f de x est appelée équation différentielle. Donc pour trouver la loi, on doit résoudre l'équation différentielle. Alors cette équation admet une solution qui est une fonction mathématique appelée fonction exponentielle. Alors je vais ouvrir une parenthèse pour vous présenter la fonction exponentielle. Alors la fonction exponentielle, c'est une fonction de puissance. Par exemple, f, c'est la fonction exponentielle. Donc il est défini de R vers R plus étoile. Alors x a pour image E à la puissance x. E, c'est un nombre réel à peu près égal à 2,7. Pour les limites, alors la limite de Ex quand x tend vers moins l'infini, ça va donner 0. Et la limite de Ex quand x tend vers plus l'infini, donc égale à plus l'infini. Alors E à la puissance 0, donc vous savez tous qu'un réel à la puissance 0, ça va donner 1. Et E à la puissance 1, bien sûr, égale à E. Alors E, donc on peut le trouver dans notre calculatrice. Alors pour la représentation graphique, alors là on a x et Ex. Cette fonction est caractérisée par une très grande croissance. Ça veut dire qu'elle croît très vite en comparaison avec les autres fonctions. Alors ce qui est important pour nous, premièrement, c'est une solution de notre équation. Et deuxièmement, pour y appartient, ça veut dire l'image, à R plus étoile. Donc si y égale à Ex, dans ce cas, pour trouver x, on a recours à la fonction réciproque de l'exponentielle. Et la fonction réciproque de l'exponentielle, c'est le logarithme à base E, qu'on appelle logarithme népérien. Donc égal à logarithme népérien de y. Ça veut dire que le logarithme népérien est la fonction réciproque de l'exponentielle. Alors vous savez que pour la trouver, donc je peux graphiquement, donc on représente cette bisectrice, ok? Et l'image de cette courbe par cette bisectrice nous donne le logarithme népérien. Alors le logarithme népérien, il a les mêmes propriétés, mêmes caractéristiques que le logarithme à base 10 que j'avais déjà expliqué au cours d'une leçon de la chimie, ok? Transformation qui se déroule dans les deux sens. Okay? Sauf que le logarithme de 10 égale à 1. Alors pour le logarithme népérien, puisque c'est un logarithme à base E, alors le logarithme de E égale à 1. Donc 1, ça veut dire voilà, ok, on a ici E. Pour la dérivée, donc la fonction exponentielle se caractérise par le fait que sa dérivée, ça veut dire Ex' égale à elle-même, ça veut dire égale à Ex. Ok? Alors E à x, dérivée, égale à Ex. Donc on va utiliser cette propriété-là et celle-là. Revenons à la résolution de l'équation différentielle qui va nous donner la loi de décroissance radioactive. Bon, la solution à l'équation est donc n de t égale à une constante que je vais noter par a, exponentielle. Alors puisque n est décroissante, ok, donc là on aura moins lambda t. Voilà la solution générale. Alors pour déterminer a, à t égale à 0, on a n. Alors là je remplace t par 0, je trouve que n égale à
à t égale à 0, c'est n0. Donc ici, je vais mettre n0 égale à A, tout simplement. Ainsi, donc la loi de décroissance radioactive est n de t, ça veut dire le nombre de noyaux présents à l'instant t, égale à n0 exponentielle moins lambda t. Alors lambda est appelée constante de désintégration radioactive ou bien constante radioactive. Bien sûr, des nucléides, parce que chaque nucléide a sa propre constante de désintégration radioactive, c'est-à-dire qu'elle dépend du nombre de nucléons et ainsi du nombre de protons. Alors bien sûr, ici l'exponentielle, donc toujours il s'applique sur des réels qui n'ont pas, ou bien des nombres qui n'ont pas d'unité. Alors là, lambda est exprimé en seconde moins 1. Je vais parler de la constante du temps. On va la noter par tau. Okay. Donc tau égale à 1 sur lambda. Elle est exprimée bien sûr en secondes. Donc on va voir lorsque t égale à tau, à quoi égale n0. Okay. Donc on va remplacer ici t par tau. Donc n de tau égale à n0 exponentielle. Alors tau c'est 1 sur lambda. Okay. Donc lambda fois 1 sur lambda, ça va donner moins 1. Alors exponentielle moins 1. Et on prend notre calculatrice, on calcule E à la puissance moins 1 et on va trouver à tau, n de tau égale à 0,37 n0. Ok. Ça veut dire que à tau, on a 37% des noyaux qui sont désintégrés. Donc on peut trouver tau graphiquement, alors voilà. Donc lorsqu'on représente cette fonction exponentielle, alors à t égale à 0, on a n égale à n0, voilà. Et c'est une fonction décroissante, ok. Il décroît vite, ok. Voilà donc la fonction, notre fonction. Voilà. Ici on a t. Okay. Donc, on peut montrer ça, donc je n'ai pas le temps de le montrer, que donc, la tangente okay, à la courbe qui passe par n0, il coupe l'axe des x, ou bien l'axe des abscisses, pardon, en tau. Okay. Alors, passons maintenant à la demi-vie. Qu'est-ce qu'on entend par demi-vie? Demi-vie, c'est un temps. La demi-vie est le temps qu'on note par t1,5 et le temps nécessaire à la désintégration de la moitié des noyaux qui étaient présents à l'instant t égale à 0. Donc, voyons voir le temps 1,5 ou bien demi-vie dépend de quel facteur. Alors là, on va partir de la loi de désintégration radioactive ou bien décroissance radioactive. Donc n de t égale à n0 exponentielle moins lambda t. À t égale à t1,5, on a n de t1,5 égale à quoi? Égale à n0 sur 2. Et là, on va remplacer. Donc, on a n0 exponentielle moins lambda t1,5 égale tout simplement à n0 sur 2. Et là, je simplifie par n0. Il me reste donc exponentielle moins t1,5 fois lambda, ok, égale à 1,5. Donc, ça veut dire que exponentielle lambda t1,5 égale à 2. Et là, je vais passer à la fonction réciproque pour trouver lambda. Donc, logarithme népérien de exponentielle lambda t1,5 égale à logarithme népérien de 2. Et le logarithme népérien de exponentielle, il va donner t fois t1,5 égale à logarithme de 2. Et finalement, on a t1,5 égale tout simplement à logarithme de 2, logarithme népérien de 2 sur lambda. Voilà. Ce temps, donc,
caractérise bien sûr est propre à chaque nucléide. Et à partir de ce temps qu'on pratique la datation soit des roches ou bien des matières organiques mortes. Okay? Pour les matières organiques mortes, on utilise la datation par le carbone 14. Et pour les roches, on peut utiliser par exemple l'uranium-238. On va parler de l'activité radioactive. La définition de la radioactivité, de l'activité, c'est quoi? C'est le nombre de désintégrations par unité de temps. Et on note cette radioactivité par A de T. Alors, d'après sa définition, c'est une dérivée. Dérivée de quoi? De nombre de noyaux par rapport au temps. Ça veut dire que A de T égale à D de N de T sur dt. Et puisqu'on prend l'activité est positive, okay, alors, et la dérivée est négative, puisque N de T est décroissante, là, on met moins. Et puis, donc, on peut exprimer A de T en fonction de l'activité à T égale à 0. Alors, A de T égale, alors, moins D sur dt de N0 exponentielle moins lambda T. Okay. Là, donc, la dérivée de l'exponentielle, donc N0 est constante, donc moins N0 fois la dérivée de D sur dt, de quoi? De exponentielle moins lambda T. Donc, ça va donner, moins lambda T, donc c'est un facteur, moins lambda c'est un facteur, donc il va sortir de l'exponentielle et on trouve, donc, moins avec moins c'est plus, donc lambda N0 exponentielle moins lambda T. Ok. Et on pose lambda N0 c'est A 0, ça veut dire l'activité à T égale à 0, et on trouve finalement A de T égale à A0 exponentielle moins lambda T. Donc avec A0, l'activité à T égale à 0. Donc l'unité de l'activité est le Becquerel. Donc en hommage au physicien qui a découvert la radioactivité, par hasard. Donc un Becquerel, c'est une désintégration par seconde. Alors il y a plusieurs appareils qui mesurent la désintégration, ou bien l'activité, pardon. Ce sont des appareils qui détectent les particules émises par un échantillon et en plus, ils les comptent. Okay? Ils détectent les particules et les comptent. Et à partir de ces appareils, on sache que si des noyaux sont radioactifs ou non. Bon, je m'arrête là. Merci pour votre attention et à la prochaine leçon.